Alors, on rejoint maintenant Maxime Decoux qui nous reçoit dans son salon de Lyon. Maxime Decoux, bonjour. Bonjour. Alors, Maxime, merci de bien participer à cette émission. Maxime, vous êtes prof de littérature française à l'Université d'Aix-en-Provence. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez un doctorat en médecine vétérinaire. Alors, ça m'a beaucoup étonné et impressionné. Oui, c'est un Vous plus. avez également ensuite fait un doctorat en littérature sur Albert Cohen et depuis quelques années, depuis 2015 en fait, vous avez signé 4 essais aux prestigieuses éditions de Minuit. En 2015, un livre qui s'appelait En toute mauvaise foi. En 2017, Qui a peur de l'imitation? 2018, Pouvoir de l'imposture. Et cette année, 2021, vous avez signé un livre, et c'est pour ce livre-là que je vous reçois aujourd'hui, Éloge du mauvais lecteur. Et puis en plus, j'oubliais, c'est vrai, en 2019, vous avez signé l'album Romain Gary, un auteur que j'adore, dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Alors décidément, vous ne chômez pas. Euh, Alors, Oui. Maxime, est-ce qu'on pourrait dire que quand je regarde vos 4 derniers essais, là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez décidé de réhabiliter des notions ou des figures qu'on méprise. La mauvaise foi, l'imitation, l'imposture, le mauvais lecteur. Est-ce que c'est un projet conscient ou ça s'est développé au fil de l'écriture? Oui, alors vous avez tout à fait raison, hein, les objets choisis sont des objets alors qui rentrent finalement assez bien, dans la collection, des éditions de Minuit, collection des essais Mhm. qui s'appelle Paradoxe. Donc, Oui. en effet, c'est une démarche qui repose sur un paradoxe, de s'interroger sur une notion qui est une notion généralement dévalorisée comme la mauvaise foi, l'imposture ou encore la mauvaise lecture. Alors je suis pas sûr qu'il y a un projet, conscient au départ. Mhm. Mais ce qui m'est quand même apparu, c'est que la littérature ne s'accorde pas forcément avec la manière dont on regarde ce genre de questions. Et ça, je m'en étais rendu compte sur la question de la mauvaise foi, où Mhm. véritablement la littérature a tendance à faire de cette mauvaise foi, par moment, quelque chose d'extrêmement positif, et notamment chez un écrivain que vous avez cité tout à l'heure, qui est Romain Gary, Mhm. parce que cette mauvaise foi, c'est quelque chose qui permet de ne pas être ce que l'on est, d'être ce que l'on n'est pas. Et il y a quelque chose de fascinant dans cette possibilité d'être un autre et qui forcément intéresse la littérature, qui est justement aussi un domaine où on peut dépasser ce genre de limites. Et c'est Oui. effectivement ce qu'on observe aussi sur la question de l'imposture. L'imposture, alors c'est quelque chose qui est réprouvé moralement. Alors Mhm. bien sûr, il y a des textes littéraires qui construisent une réflexion morale autour de l'imposture, mais lorsque Mhm. c'est le texte lui-même, qui se fait imposteur, eh bien là, il y a un véritable plaisir à tromper le lecteur, à mettre Mhm. en défaut ses capacités de déchiffrement, d'interprétation, et ça, c'est extrêmement précieux, en fait, dans la littérature. Et puis c'est Diriez-vous, pardonnez-moi Maxime, oui, je vous interromps, mais parce que je veux réagir à chaud. oui. Euh, Vous parlez de morale, et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression que en littérature, la morale, c'est quelque chose qui n'est plus là ou qui a été plus ou moins évacué au cours du dernier siècle, hein. Quand on parle de morale, on pense aux belles lettres de l'époque de Jean de La Fontaine, où vraiment là, on avait une espèce de littérature qui servait à enseigner, à éduquer, à montrer comment bien faire dans la vie. Avez-vous l'impression que la morale est encore très présente dans la littérature et dans la manière dont on l'enseigne? Alors c'est vrai que tout dépend aussi ce qu'on entend par morale, parce qu'il y a, Mhm. évidemment une dimension qu'on pourrait dire plutôt éthique dans la Oui. littérature, c'est-à-dire une réflexion sur le bien, le mal, le rapport à l'autre. Après la littérature n'est pas moralisatrice. En tout cas, la bonne Oui. littérature, c'est Mhm. pas la littérature qui donne des leçons. Après, il est vrai que, notamment au cours du XXe siècle, la dimension proprement morale a eu tendance à s'éclipser, notamment sur des questions comme par exemple l'imposture, qui ont été traitées à partir du jeu, de l'enquête, du plaisir, beaucoup plus que Oui. la question de la morale. Mais on a des textes contemporains qui interrogent, alors sans formuler de leçons, hein, mais qui interrogent cette dimension morale. On peut penser à L'Adversaire d'Emmanuel Carrère ou à Oui, tout à L'Imposteur fait. de Javier Cercas, qui sont Mhm. vraiment des textes qui posent une question éthique sur la question de l'imposture. On en vient maintenant à votre plus récent essai, Maxime, Éloge du mauvais lecteur. Qu'est-ce qui vous a poussé à
réhabiliter et même à faire vraiment un éloge, donc, de ce mauvais lecteur. Qu'est-ce que c'est pour vous le mauvais lecteur? Alors, en fait, cette question du mauvais lecteur, c'est quelque chose à laquelle je pense depuis, déjà longtemps, mais j'ai attendu avant de m'y atteler parce qu'il me semblait que c'est quand même une question assez difficile, qui est pas Mmh. évidente. Alors, je pense qu'il y a, peut-être, une origine personnelle à cet intérêt, et puis une origine qui pourrait venir aussi de mon parcours, intellectuel parce que, alors déjà du côté personnel, je pense que j'ai eu le sentiment d'être plus jeune moi-même un mauvais lecteur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup lu, Ouais, mais il est clair que, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette expérience, mais dans mon ouais. souvenir, il y a beaucoup de livres que j'ai lus et que j'ai refermés et avec le sentiment de ne pas avoir compris grand-chose. Et Là, vous savez, Maxime, que vous êtes en train de rassurer beaucoup de gens parce que oui, je pense que vous êtes dites quelque chose à haute voix qui ne s'avoue pas facilement. mais tout à fait. Euh, ouais. C'est l'idée aussi du livre, hein, finalement, de Mhm. décomplexer aussi les lecteurs vis-à-vis de cette question-là. Euh, oui, il y avait vraiment cette impression parfois, voilà, j'ai des souvenirs de lecture et je me dis, voilà, je pense que je n'avais rien compris à un certain nombre d'œuvres. Et puis maintenant que j'enseigne moi-même la littérature, je vois mes étudiants, mes élèves, Ouais. qui eux-mêmes parfois peinent à comprendre, alors que moi, de mon côté, je suis rentré dans une sorte de lecture professionnelle, un peu spécialisée. Et donc, c'est cet écart voilà, qui m'intéressait. Et Mhm. puis, je dirais que cet essai, il s'inscrit aussi dans la ligne des précédents, avec la Ouais. mauvaise foi, l'imitation, l'imposture, Ouais. parce que dans les trois précédents, qui forment une sorte d'ensemble ou de petite trilogie, j'interrogeais donc principalement l'écriture par Mhm. rapport à des questions paradoxales, mauvaise foi, imitation, imposture, mais à chaque fois, j'ai rencontré la question du déchiffrement, Ouais, ouais, ouais. du lecteur pris au piège, du lecteur pris en Mhm. défaut. Et ça m'a intéressé de me demander, voilà, ce qu'est un mauvais lecteur, comment est-ce Ouais. qu'il réagit face au texte. Alors Vous peut-être, écrivez pardonnez-moi, Maxime, mais oui, je vous relance sur justement là-dessus. Vous rappelez quelque chose d'assez évident, hein, nous lisons tous différemment. Chaque fois qu'on lit un livre et qu'on en parle ensemble, on en fait un compte-rendu, on a des impressions, parfois carrément une interprétation qui va être différente de celle de notre ami, notre interlocuteur. Mais vous écrivez dans le livre quelque chose qui m'a beaucoup frappé au début du livre. Vous dites, le mauvais lecteur, au fond, c'est celui qui ne lit pas comme nous. Le mauvais lecteur, c'est l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? en fait, c'est vrai que le point de départ du livre, c'est cette expérience que on a certainement tous déjà fait d'une lecture, hein, comme vous le rappelez, heu, autour de laquelle on échange et on Mhm. se rend compte que, il y a un désaccord, avec la lecture qu'a fait un autre, voire un Mhm. fossé parfois et on peut même arriver à se demander si on a vraiment lu le même livre. Comme si Ouais. finalement, le livre objectif, il n'existait pas tout à fait. Il y a le livre Mhm. effectivement imprimé sur le papier, mais une fois qu'il est passé par notre lecture, notre subjectivité, il est devenu différent. Chacun se fait une image du livre en fonction de ce qu'il a retenu, compris, interprété, de ce qu'il a touché. Et donc, Mhm. quand on est deux à penser à, par exemple, Madame Bovary, eh bien, on ne parle pas et on ne pense pas au même Madame Bovary. Et donc, Mhm. cette différence, c'est ça qui fait que généralement, on a le sentiment que le mauvais lecteur, ce n'est pas soi, c'est celui qui lit différemment. C'est donc Mhm. l'autre. Et donc, il y a une part d'altérité dans cette mauvaise lecture que je voulais interroger. Mhm. Par rapport à une lecture qui serait une bonne lecture, une lecture réussie, ça supposerait finalement une sorte de norme de la lecture euh, Mhm. qui, et qui homogénéiserait les lectures. Et c'était Mhm. plutôt ces parts d'altérité, de différence et de subjectivité qui m'intéressaient. Ouais, ouais. Je vous avoue qu'en vous lisant, Maxime, et d'ailleurs, je vous confesse, c'est l'effet que me font toujours vos essais. J'ai eu envie de lire, de découvrir d'autres auteurs hein, dont on n'entend pas toujours tellement parler, Chevillard, Pierre Sange, qui sont des auteurs importants, mais qui sont moins centraux, disons, dans la discussion que d'autres figures. Et je vous avoue que dans ce livre-là, et il y a vraiment la partie que j'ai préférée, c'est la dernière,
qui s'intitule Les pratiques du mauvais lecteur. Et là, c'est vraiment amusant et à la fois fascinant parce que vous nous donnez presque un cours sur l'art de mal lire. Et là, je me suis dit, hey, j'ai envie de mal lire moi aussi. Pourriez-vous me... Alors, vous donnez des exemples, vous donnez presque des types de mauvaises lectures. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on pourrait peut-être en prendre quelques-unes, puis me donner un peu un aperçu de ce que c'est que mal lire, en fonction de telle ou telle méthode. Oui. Par exemple, la première méthode que vous présentez pour mal lire un livre, alors c'est lire le nez en l'air. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette méthode-là? Et vous avez tout à fait raison, la dernière partie du livre, d'ailleurs, enfin, l'ensemble du livre, mais surtout cette dernière partie, c'est quand même une sorte d'invitation à la mauvaise lecture ou de mode d'emploi. Mmh. Et Mmh. d'ailleurs, le lecteur, que j'espère mauvais, est interpellé dans le texte, évidemment, par un pronom vous. Donc, vous Donc, espérez des mauvais lecteurs de votre livre, c'est ça? voilà, tout à fait. Et alors, c'est un peu le paradoxe aussi du livre, hein. Oui. Mais effectivement, l'idée, c'est que de fournir à mon lecteur des manières de mal lire à partir d'exemples pris chez des mauvais lecteurs dans la littérature pour lui Oui. montrer à quel point Mmh. ces mauvaises lectures peuvent être créatives ou à quel point elles s'éloignent des sentiers battus et donc elles réinventent les textes. Mmh. Et donc voilà, donc j'en passe plusieurs en revue et dans la dernière partie, ce sont surtout les manières pratiques de mal lire, Oui, c'est pas ça. simplement dans l'interprétation, mais dans le comportement concret du lecteur. Alors Oui. lire le nez en l'air, c'est-à-dire, alors ça c'est pareil, c'est une expérience, alors je sais pas si c'est, universellement partagé, mais que moi j'éprouve Je pense régulièrement, que oui. Je pense hein. que oui, Maxime. C'est vous me rassurez, c'est que, il arrive quand même fréquemment qu'on lise plusieurs pages, en pensant à complètement autre chose. Hem Et qu'effectivement l'esprit progressivement, à partir de ce qu'on lit, mais aussi à partir de ce qui nous entoure, des bruits qu'on entend, de la musique, des Mmh. discussions et puis ça va dépendre aussi d'où est-ce qu'on se trouve. On peut lire dans le train, dans la rue, dans le métro, chez soi, sur un banc, debout. En fait, tous ces éléments font qu'ils se mêlent et la pensée peut dériver, aller vers autre chose et ne plus finalement prêter attention à ce qui se déroule, sur la page. Et Roland Barthes, par exemple, hein, Mmh. faisait parler de ces lectures justement, qui quittent les livres, qui vont à la dérive comme ceci et il prenait notamment l'exemple de Proust et pour lui, Proust, c'était vraiment un écrivain qui, favorisait ce genre de dérive de l'esprit, où le lecteur finalement se réapproprie, ce qu'il est en train de lire en le quittant. Il laisse place à sa propre subjectivité et il n'est pas Oui. entièrement inféodé au texte finalement. Il y a une forme de liberté qui se trouve Oui. dans ce genre de lecture un petit peu désinvolte, à distance du texte. Qui est exactement le genre de lecture qu'on essaie de décourager chez nos étudiants en un sens, non? Tout à fait. Maxime, on essaie, hein, on leur Voilà, dit, c'est drôle parce que je pense hier, je parlais à des étudiants et je leur expliquais que quand, pendant quelques pages, on perd le fil de ce qu'on est en train de lire, ben, que voulez-vous? Il faut revenir en arrière et reprendre crayon à la main, tout à un peu la fait. lecture. C'est intéressant. Vous en donnez un autre, lire en tous sens. Ça veut dire quoi, ça, lire en tous sens, d'après votre méthode pratique? Oui, alors là, c'est une lecture plutôt buissonnière, c'est-à-dire Oui. que, heu, rien n'oblige en fait un lecteur à lire, heu, le texte du début à la fin, mot à Mhm. mot, en suivant l'ensemble du texte. Donc lire en tous sens, c'est-à-dire, modifier les trajets dans le texte, sauter des pages, lire en diagonale, inverser des chapitres, lire la fin, on l'a tous fait, lire la fin avant de terminer le livre, alors notamment quand Ouais, c'est ouais, policier ouais, pour aller voir le nom du coupable. Mais évidemment, ouais, quand vous lisez par exemple un roman d'Agatha Christie, comme Dix petits nègres, dont le nom du coupable est révélé à la fin, si ouais, vous allez lire ce nom au début de votre lecture, forcément votre lecture sera complètement différente, elle sera orientée par cette totalement. connaissance. Ouais. Et d'ailleurs, Roland Barthes disait, hein, que c'était le bonheur de Proust, c'est qu'à chaque lecture, on ne saute pas les mêmes passages. Donc il y a une vraie voilà, il y a une vraie réjouissance et ce qu'on peut, observer d'ailleurs, c'est que la littérature elle-même, un certain nombre d'œuvres, incitent le lecteur à ne pas lire
dans l'ordre. Par Mmh. exemple, dans la vie mode d'emploi de Pérec, hein, vous avez à la fin un index des histoires racontées, et Pérec expliquait qu'en fait son roman est conçu comme un puzzle et qu'il aimerait que le lecteur joue avec le texte et le lise Mmh. dans le désordre en suivant par exemple l'histoire d'un personnage disséminé dans tout le roman, en ne suivant pas l'ordre chronologique. Et donc il y a des trajets qui peuvent s'inventer. Oui. Dans un livre comme Marel de Julio Cortázar, c'est pareil, vous avez Oui, tout à un fait. mode Oui. d'emploi au départ qui vous propose deux modalités de lire. C'est une sorte de livre avec des numéros et on peut se rendre d'un numéro à l'autre et il vous propose des trajets différents Mmh mh. pour Mmh. modifier votre lecture. Donc on voit bien que un certain nombre d'écrivains ont eu envie d'inciter leurs lecteurs à faire ainsi, à modifier l'ordre du texte et donc à approcher les textes avec une plus grande liberté. C'est ça, puis vous en donnez d'autres exemples, on va pas nécessairement tous les regarder, mais il y en a un qui m'a beaucoup intéressé, puis parce que c'est vrai qu'il y a des livres qui nous font cet effet-là, on les lit et on a envie de les réécrire ou on a envie d'écrire à partir de la lecture qu'on fait, hein. Vous dites donc que parfois le mauvais lecteur, c'est celui qui a envie de réécrire l'histoire. Dites-nous quelques mots de cette méthode. Oui, alors celle-là, donc la précédente, c'est une lecture buissonnière. Celle-ci, c'est une lecture que je qualifie d'interventionniste. C'est-à-dire que Ouais. le lecteur, et ça, on est nombreux à l'éprouver, c'est-à-dire que face Mmh. à un livre, parfois, on a un sentiment d'insatisfaction par Oui. rapport à un certain nombre de choses qui peuvent porter sur l'intrigue. On aimerait bien que ça se termine autrement, on aimerait bien que tel personnage réagisse autrement, ou Mmh. même parfois sur l'écriture elle-même. On est Oui. déçu, ou alors enfin voilà, il y a tout un ensemble d'éléments que le lecteur peut avoir envie de modifier. Et parfois, intérieurement, en fait, le lecteur les rectifie. Et donc, à Mmh. partir de là, le Mmh. lecteur se met à ne plus suivre le texte, il s'en émancipe, et donc il s'oriente vers une forme de mauvaise lecture. Et puis certains mauvais lecteurs, eux, décident carrément de réécrire les textes. Alors on en a beaucoup d'exemples. Alors peut-être les plus, je peux parler des plus impressionnants. Alors on avait toute une, si vous voulez, si on regarde dans les siècles précédents, on avait par exemple Balzac qui s'intéresse à la Chartreuse de Parme, qui en propose une lecture et qui réécrit une bonne partie du texte en écrivant à Stendhal. Donc c'est assez savoureux de voir que Mmh. même les écrivains s'adonnent à ce type de relecture, ou Rousseau qui envisageait de réécrire le Misanthrope de Molière d'une certaine manière. Mais Donc vous dites, Maxime, vous dites oui, Balzac lit La Chartreuse de Parme de Stendhal et il écrit une lettre à Stendhal pour lui expliquer comment il aurait dû écrire son livre, oui, c'est ça? il y a des remarques en fait, il y a des remarques en fait, on voit déjà que Balzac formule des conseils, mais qu'en même temps, il lit l'histoire complètement différemment. En fait, il en Oui, fait oui, oui. une histoire politique et il modifie. En fait, les héros ne sont pas Frédéric et Clélia, mais sont la Sanseverina et le comte Mosca. Pour lui, c'est les deux personnages les plus importants et il écarte pratiquement l'histoire d'amour. Donc en fait, on voit Mmh. qu'il Mmh. fait une sorte de relecture, réécriture. Et puis après, on Oui, a oui, oui. des romanciers qui ont mis en scène des personnages interventionnistes. Alors il y a un roman d'Enrique Villamatas qui s'appelle Mac et son contretemps, dans lequel Mac, donc c'est le personnage principal, a décidé de devenir écrivain. Et pour ça, il a décidé, en fait, il a un voisin qui est un écrivain célèbre, et il a décidé de réécrire un roman de jeunesse raté de cet écrivain. Et donc, il va le réécrire pour l'améliorer. Donc, améliorer l'œuvre Mmh. de son Mmh. voisin et la réécrire complètement. Puis après, on a des situations, si vous voulez, euh, qui ont été mises en scène dans des romans. Par exemple, je pense à Stephen King dans Misery. Euh, Oui. alors dans Misery, alors c'est souvent, il y a souvent des réflexions sur l'écrivain chez Stephen King, mais dans ce roman-là, en fait, c'est un écrivain de best-seller qui s'appelle Paul Sheldon, qui a un accident à cause d'une tempête de neige et il est donc je crois qu'il a les deux jambes, il peut plus marcher. Donc il est Mmh. recueilli par une ancienne infirmière, euh, Annie Wilkes, qui le recueille chez lui et elle décide de le soigner puisqu'elle est une ancienne infirmière chez lui. Et progressivement, elle découvre en fait dans ses affaires le manuscrit de son prochain roman et elle constate qu'il va faire mourir son héroïne, l'héroïne qui est dans tous ses textes, c'est qui s'appelle Misery et qu'il compte la faire mourir dans le prochain texte. Et là, Ah oui. euh, Annie ne le supporte pas et donc elle décide de réécrire par anticipation
le texte. Et donc elle fait Ah chanter oui. Paul Sheldon en le torturant, en lui proposant un chantage. Pour avoir la vie Mmh. sauve, Paul Sheldon doit réécrire et sauver la vie de Misery. Mmh. C'est un fantasme, si vous voulez, chez l'écrivain qui met ça en scène. Il y a une sorte de terreur face à son propre lecteur. Ben oui, Et en ben même oui. temps, on sent qu'il y a un plaisir à voir un lecteur tellement passionné par ses propres textes qu'il pourrait en venir à des actions qui tombent sous le coup de la loi, afin de s'approprier et d'écrire avec l'écrivain ces textes. Oui. Alors bien sûr, je ne veux pas avoir d'ennui, je n'invite personne à se comporter comme ça, même si j'invite à la mauvaise lecture. Ça m'a fait penser, Maxime, à l'histoire d'Arthur Conan Doyle, quand Conan Doyle fait mourir dans un livre Sherlock Holmes. Le public britannique est scandalisé au point où Conan Doyle va se sentir obligé de ressusciter son personnage. Tout à fait, Donc, ouais, le lecteur a un pouvoir. Là, dans ce cas-là, c'est pas tant un pouvoir de relecture, mais le lecteur, quand met une pression, puis n'importe quel écrivain voit bien que ses lecteurs attendent parfois des livres et parfois en attendent des livres qui sont très précis. Hein. tout Les à fait. lecteurs ont des attentes. Oui, et on observe, c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé à l'heure actuelle avec les forums, les Oui, fanfictions, c'est vrai. les Ouais. séries, et cetera. Et je crois que les réalisateurs sont très attentifs aux réactions justement de leurs spectateurs par rapport aux épisodes qu'ils conçoivent ensuite. Et donc effectivement, ça crée des formes d'interaction entre Mm. les spectateurs et les réalisateurs dans ces cas-là. Tout à fait. À la lecture de votre essai, Maxime, on comprend, et ça, c'est une chose que j'avais aperçue, mais j'avoue que je ne l'avais pas vu à ce point-là. On voit combien les auteurs de romans en particulier sont fascinés par les personnages de mauvais lecteurs. Et là, j'ai pensé, alors on pense tout de suite à Don Quichotte. Hein. Don Quichotte, c'est l'histoire d'un homme qui, dans sa maison de campagne, lit des romans de chevalerie et il en lit tellement que le cerveau lui dessèche, hein, c'est comme ça que le texte le décrit, et qu'il perd un peu la raison, en fait, il la perd, et il se croit lui-même chevalier. Donc, le mauvais lecteur qui se lance à l'aventure sur les routes de Castille parce qu'il pense qu'il est un chevalier. L'autre exemple, c'est Emma Bovary, hein, qui, à force de lire des romans d'amour, des romans à l'eau de rose, s'imagine que le monde est rempli de chevaliers ou disons, de princes charmants qui n'attendent que de la servir. Pourquoi puis il y en a un autre. Alors, celui-là, je l'avoue, je ne le connaissais pas. Mais c'est un cas véridique en plus. Vous parlez d'un prédicateur franciscain, Antonio de Guevara, qui, au temps de la Renaissance, lui, il lit les récits des voyageurs qui sont allés en Amérique, qui découvrent l'Amérique à cette époque-là. Et alors, ce sont des vrais récits, en fait, des récits qui racontent en principe des vraies aventures. Mais Guevara est convaincu que c'est de la fiction. Et c'est absolument extraordinaire. Ces mauvais lecteurs-là, il y en a partout dans la littérature. Comment vous expliquez que les auteurs soient aussi fascinés par les mauvais lecteurs? Oui, vous avez tout à fait raison. Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, peut-être une raison simple, c'est que, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur un bon lecteur? Je suis pas sûr qu'un bon Oui, lecteur c'est soit vrai. un bon sujet de roman. Vous voyez, c'est comme les histoires d'amour heureuses. Oui, Heu, c'est ça. Les c'est lecteurs équilibrés, les gens équilibrés, en général, ça fait pas des bonnes histoires. Tout à fait. Et puis après, il y a vraiment, et j'ai trouvé en menant mon enquête pour écrire le livre, que ces mauvais lecteurs se diversifient considérablement et deviennent extrêmement importants à partir du XXe siècle. Mmh. Et là, vraiment, la littérature s'est engagée dans une exploration de tout un ensemble de manières de mal lire extrêmement variées. Mmh. Et à mon sens, il y a là un signe que les auteurs et les œuvres, ne cherchent pas forcément à ce qu'on les lise de manière extrêmement respectueuse, sacralisée, scrupuleuse. Mmh. Mettant en scène ce type de personnage déviant, avec toute une série de pathologies de lecture, toutes les plus extraordinaires les unes que les autres, hein, sur des plans affectifs, hein. On a des lectures amoureuses, haineuses, des lectures paranoïaques. Enfin, il y a Mmh. vraiment toute une modalité de mauvaise lecture sont très, très variées. Mettant en scène ces personnages, il y a une incitation
de la part des œuvres à être lues de travers, à être lues Mhm. autrement, à inventer ses propres mauvaises lectures, parce que ce qu'on constate, c'est que ces personnages de mauvais lecteurs, dans beaucoup d'œuvres, sont des personnages qui ont du talent en fait. Il y a un génie de la mauvaise lecture. Alors pas tous évidemment. Ouais. Par exemple, Don Quichotte, il y a quand même une forme de condamnation de Oui, l'identification des romans, même si on peut se demander si cette condamnation n'est pas ambiguë, parce que finalement, quand Don Quichotte à la fin revient à la raison, c'est peut-être ça la tragédie. C'est le fait oui, qu'il c'est arrête de ça. s'identifier et qu'il arrête de lire de cette manière extravagante et Mhm. donc plonger complètement dans la fiction. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait univoque comme conclusion, mais c'est encore plus net dans les œuvres au XXe siècle, hein, je peux en penser par exemple à Tanguy Viel, qu'on n'a pas évoqué, qui est on l'a peut-être évoqué au début, mais qui est un écrivain contemporain qui a écrit notamment alors deux textes qui mettent en scène des mauvais lecteurs savoureux. L'un s'appelle Cinéma, et donc c'est un mauvais spectateur, et l'autre La disparition de Jim Sullivan. Et si vous voulez, cinéma, c'est par exemple c'est le monologue d'un spectateur qui est un spectateur fétichiste, qui adore un seul film, qui est le limier Ouais, de Médic, et qui va raconter et analyser ce film. Donc c'est un lecteur extrêmement cérébral, contrairement à Don ouais, Quichotte, hein, qui est un lecteur vraiment par identification, empathie, qui n'a ouais. pas une distance critique. Là, on a un lecteur, donc dans le cinéma de Tanguy Viel, très réfléchi, très intellectuel, et progressivement, il bascule dans une sorte d'intolérance absolue pour toute personne qui n'adorerait pas le film autant que lui. Et il y a vraiment une sorte de fétichisme qui le fait basculer dans une sorte de folie haineuse des autres qui Oui, n'ont pas l'amour de ce film. Et on voit vraiment que dans ces textes, si vous voulez, il y a une incitation à lire de travers parce qu'aussi c'est le plus bel hommage peut-être qu'on peut rendre à un texte. oui, Euh, c'est vrai. Quand je parlais tout à l'heure d'Annie Wilkes chez Stephen De King, Misery, oui. séquestrer l'écrivain, séquestrer l'écrivain, est-ce qu'il y a un plus bel hommage qu'on peut rendre à la puissance de la littérature? C'est vrai, c'est Je vais vrai. finir par avoir des ennuis à force de dire ça, mais C'est ça. On révélera pas votre adresse, Maxime. De toute façon, vous êtes à Lyon. C'est un petit peu loin pour nos auditeurs, tout à fait. les auditrices. Mais en même temps, je vous écoute puis je me dis. Alors, Tanguy Viel, pour moi, c'est une découverte. C'est un auteur que malheureusement, je ne connais pas et que je vais aller découvrir de ce pas. Et en même temps, le fétichisme dont vous parlez, là, le côté un peu, l'espèce de manie, hein, c'est une sorte de manie de fixation sur une œuvre, sur une idée. C'est drôle parce qu'en même temps, ça me fait un peu penser à un phénomène contemporain qu'on observe autour de nous et en particulier pendant ces années de pandémie, hein, les complotistes, hein, qui, au fond, sont peut-être des gens qui lisent aussi de travers, qui lisent pas nécessairement toujours des livres, mais qui lisent des informations, qui lisent la réalité de travers. Puis, en un sens, je me dis, puis je reviens aussi à la littérature, mais vous pouvez passer par là si vous en avez envie, Maxime, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger à mal lire? Je donne un exemple, puis vous en parlez, c'est un exemple qui est connu, mais qui vaut la peine d'être rappelé. Quand Goethe publie à la fin du 18e siècle Les souffrances du jeune Werther, qui est une histoire où à la fin de l'histoire, Werther se suicide parce qu'il n'a pas eu l'amour de la femme qu'il aimait. Bon, il est dans une sorte de désespoir. Alors, c'est très sympathique au départ. Il y a des gens qui s'habillent à la manière de Werther, mais à un moment donné, on se rend compte que des jeunes qui s'enlèvent la vie par imitation, parce qu'ils s'identifient totalement à leur héros. Est-ce qu'il n'y a pas, autrement dit, quand même, une forme de danger parfois à des mauvaises lectures? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises lectures qui peuvent même mener à des guerres? Par exemple, pensons à la Renaissance. Sur quoi les protestants et les catholiques se battent? Ben, ils se battent sur l'interprétation litigieuse de quelques passages de l'Évangile. Bref, est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger à tout ça? Si, évidemment, vous avez tout à fait raison, et je pense que vous avez bien résumé les travers d'une lecture qui serait effectivement une lecture biaisée, orientée, Mm. une lecture partisane, idéologique, hein, dans certains cas. Oui, Alors le cas de Werther, effectivement, c'est un cas extrême. Je suis pas sûr que la vague de suicide ait véritablement été prouvée, mais à l'époque, on s'en inquiète, les autorités oui,
prennent prétexte, on censure le livre, on l'interdit à différents endroits. En même temps, c'est Mmh. assez révélateur, hein, à l'époque, de la peur des livres, hein. Il y avait une véritable Oui. peur des livres, de l'emprise des livres sur leurs lecteurs. Cette peur qui a disparu aujourd'hui, on s'inquiète peu, de ce type d'effet sur les lecteurs, on s'inquiéterait plus, des jeux vidéo ou des écrans, effectivement. Alors après, c'est vrai Oui, oui, que oui. Quoique, Maxime, est-ce qu'il n'y a pas quand même, on sent quand même un certain retour d'un discours moral qui porte pas nécessairement sur les mêmes enjeux, mais tu sais, il y a des livres, par exemple, qui peut-être contiennent des mots qu'on ne veut pas lire ou qui décrivent des réalités qu'on va juger. Je ne sais pas comment c'est en France, mais disons qu'au Québec, avec l'influence, entre autres, des États-Unis, de la culture américaine, on sent quand même une petite envie de censure ou une tendance à l'autocensure. Est-ce qu'il y a ça en France ou non? Oui, c'est un phénomène qui arrive, mais qui reste encore, discret et effectivement, je pense Oui, que c'est un OK. phénomène qui vient des États-Unis, qui est beaucoup plus important là-bas, Mhm. sur le politiquement correct et qui s'applique effectivement à la sphère culturelle. La France est encore assez réticente à tout ça, donc pour l'instant, ça n'arrive pas quand même de Oui. manière trop forte. Mais après voilà, et après si vous voulez les mauvais lecteurs, il y en a de tout type et effectivement toutes les mauvaises lectures ne se valent pas et c'est ce que je dis dans le livre. Mhm. L'idée c'est quand même, de faire, de s'intéresser ici à des lectures qui sont des lectures, créatrices, des Oui, c'est ça. lectures, libérées, et qui sont en même temps un éloge de la lecture, hein, de tout type de Mhm. lecture. Mais vous avez raison que ces dérives et on les voit effectivement avec les dérives complotistes et là qui sont surtout accrues, hein, quand même par les réseaux sociaux et des Oui, informations, qui n'ont pas été vérifiées et qui sont prises au pied de la lettre par un certain nombre de personnes. tout à fait. Maxime Decoux, merci de nous avoir accueillis chez vous à Lyon. Merci Merci. pour ce livre que j'encourage tous les auditeurs, toutes les auditrices à aller lire parce que c'est au fond, comme vous dites, c'est une sorte d'éloge de la mauvaise lecture, mais en réalité, c'est aussi un éloge de la lecture, une sorte de célébration de toutes les manières possibles dont on peut lire un livre. Puis, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est la manière dont vous mettez en réalité, vous mettez en lumière des sortes d'angles morts. Hein. C'est comme si il y a des choses dont on ne se rend pas compte qui entrent dans une lecture qu'on pense parfaite ou idéale. Et vous révélez toutes sortes de choses avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Écoutez, merci Maxime. Et puis, est-ce que vous préparez un autre essai un peu dans la même veine prochainement? Alors je suis en train de travailler sur un autre texte, mais là, ça sera complètement différent et je pense que je reviendrai après à des questions de lecture. Là, ce sera quelque chose de plus historique, sur des questions un peu sur enfin, c'est sur la Shoah, donc ce sera pas le même type d'approche. Bon, ben écoutez, on va vous suivre avec plaisir. Merci encore et puis à bientôt. Merci pour votre invitation. À Au bientôt. revoir. Au revoir.